Alors, professeur, où allons-nous aujourd'hui? Nous allons aux funérailles. Et je crois que vous aviez d'autres projets aussi, mais je les ai un peu gâchés pour vous. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'aller aux funérailles d'Ali Khamenei? Eh bien, l'ayatollah Khamenei, je le connaissais un peu personnellement. Il était évidemment très proche de mon père. Ils étaient amis depuis très longtemps. Moi, comme je l'ai souvent dit, je ne m'implique pas directement dans la politique. J'ai toujours préféré rester à l'écart parce que je pensais être plus utile comme simple citoyen. Donc, je me déplace rarement, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. En fait, j'ai eu 4 entretiens privés avec lui à propos d'une chose qu'il voulait que je fasse. C'était pendant le mois du Ramadan, il y a quelques années. C'était toujours quelqu'un de très impressionnant, très humble, très poli, très cultivé. Sa maîtrise de la littérature et de la langue persane était tout simplement extraordinaire. Je pense que tout le monde le reconnaîtrait. Son azéri était excellent. Et dans la littérature azéri, la figure la plus importante du siècle dernier, voire des derniers siècles, était son ami proche, Shahryar. Oui, le poète. Donc il connaissait très bien la littérature azéri. Son arabe aussi était excellent, vraiment excellent. Et il avait une grande connaissance de la littérature arabe, des textes islamiques, du Coran, du Saint-Coran, bien sûr. Et lui, je crois que je te l'ai déjà dit, il lisait en anglais. Il a lu des romans en anglais. Je vais te raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Enfin, j'en ai déjà raconté la moitié. Au début, oui, quand je faisais des interviews. C'était après 2009. Quelques semaines après, je crois, les élections présidentielles en Iran. Ahmadinejad avait gagné ces élections, quoi qu'on pense de lui. Et je disais ça dans l'espace public, dans les médias occidentaux, sur RT, Al Jazeera et d'autres. Un jour, Farid Zakaria l'a invité et j'étais censé avoir un débat de 20 minutes avec lui. Finalement, ils ont réduit ça à 8 minutes. Ils ont coupé la plupart de l'échange, ce qui d'ailleurs ne l'a pas avantagé. Le débat ne s'est pas bien passé pour lui. Bref, ça a fini par être un débat de 8 ou 9 minutes. Et il a été très insultant avec moi. Il m'a attaqué personnellement, il a rendu ça très personnel, et il m'a traité de porte-parole d'un régime mourant. Ce genre de choses. Oui. Et l'ayatollah Khamenei a vu ça, ou quelqu'un le lui a montré. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « J'ai vu ton débat, tu t'en es très bien sorti. Je ne lui ai pas dit qu'ils avaient coupé les bons passages. Je l'ai simplement remercié. Et il m'a conseillé d'être prudent. Il m'a dit qu'il avait été un peu surpris, parce que, d'après ce qu'il avait lu sur l'animateur, il le pensait plus raisonnable. Oui. Parce qu'à l'époque, il lisait Newsweek et Time chaque semaine, quand ces magazines existaient encore. Pas tout, bien sûr, mais les passages importants. Du coup, il parlait très bien anglais. Vraiment très bien. Et puis tu sais, Max, c'est aussi un génie militaire. Regarde ce qu'il a fait. Toute cette stratégie militaire, élaborée pendant des décennies, les installations souterraines, les drones. Je suis sûr que tu te souviens comme on se moquait des missiles iraniens, Emirai, comme on se moquait des drones. En fait, c'est l'Iran qui a vraiment fait des drones un outil majeur. Les Russes, d'ailleurs, te le diront mieux que quiconque. Eux aussi se moquaient des drones iraniens. Et c'est avec ces capacités, développées là-bas, que tout ça est devenu possible. Et en Iran, à l'intérieur même du pays, il a été beaucoup critiqué. Les gens disaient, ce n'est plus l'époque des drones et des missiles. C'est l'époque du dialogue et tout ce genre de choses. Les politiciens le critiquaient. Des personnalités influentes dans les médias le critiquaient aussi. Mais lui, il a continué à avancer, à développer tout ça. Et même s'ils l'ont assassiné, même s'il est devenu un martyr,
Et même si beaucoup de ses commandants les plus hauts gradés ont été martyrisés, ils ont gagné la guerre sans lui, sans sa direction. C'est dire à quel point la stratégie militaire iranienne était efficace. Malgré la perte du commandement, elle a continué à fonctionner. Oui. Et nous, pendant cette guerre, pas celle de 12 jours de l'an dernier, mais celle-là, pendant cette guerre, on n'a même pas eu de dirigeant pendant une semaine, n'est-ce pas? Et pendant cette semaine-là, le peuple a géré le pays efficacement, pendant que les forces armées continuaient à riposter. Et ce n'est pas que l'Iran ait simplement survécu. L'Iran a gagné la guerre. Jusqu'au dernier moment, il ripostait jour et nuit. C'est vraiment une personne extraordinaire. C'est pour ça que des millions de gens vont à ses funérailles, même si c'est en plein été. Et le noir, c'est pas la meilleure couleur à porter par cette chaleur, mais il porte la couleur du deuil, comme on le fait en Iran. Il a été vice-ministre de la Défense pendant la guerre Iran-Irak. Il a ensuite été président. Je pense que ce parcours est mal compris en dehors de l'Iran. Il a contribué à élaborer la stratégie à long terme, notamment en tissant des alliances dans le monde chiite comme moyen de dissuasion. Et puis il y avait aussi le côté littéraire d'Ali Khamenei, un homme érudit, cultivé et lui aussi souvent mal compris. Selon vous, qu'est-ce qui chez lui restera le plus dans les mémoires? Et pensez-vous que la réussite de l'Iran à dissuader cette guerre qui lui a été imposée a en quelque sorte fait tomber la propagande autour de sa direction? Eh bien, je dirais que les alliances qui se sont formées allaient bien au-delà du monde chiite. Je veux dire, j'étais en Irak pendant la guerre contre Daesh et j'ai voyagé dans les zones qui avaient été reprises. Pendant la plus grande partie de mon séjour, j'étais avec des groupes sunnites du Hashid. Oui, oui. Et je veux dire, il y a aussi, je suppose, les groupes de résistance palestiniens. Et en Syrie aussi, oui, la résistance palestinienne, mais aussi les chrétiens de Hashid. Oui, les chrétiens de Hashid. J'ai passé un dîner avec un commandant local d'un groupe chrétien. Tous faisaient partie d'une large coalition soutenue par l'Iran. En Syrie, je passais presque toujours mon temps avec des groupes sunnites du pays. Donc il y avait cette grande coalition qui rassemblait tous ceux qui étaient contre l'Empire, tous ceux qui étaient contre le sionisme. Il avait donc créé une sorte de grande tente, un espace commun. Mais bien sûr, cette coalition aurait été bien plus efficace si les supplétifs américains dans la région n'avaient pas été aussi déterminés à attiser le sectarisme. Alors, les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, les Bahrainis, tous ceux de la région du Golfe Persique, surtout avec leur immense richesse, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour créer des divisions sectaires, religieuses, ethniques. Mais au final, ce qu'il essayait de faire, c'était de créer un environnement où le peuple palestinien pourrait vivre. Et sa conviction, c'était de soutenir les opprimés, les laisser pour compte. C'est une politique qu'il a menée en Iran. On a eu différents gouvernements là-bas, avec des orientations idéologiques variées. Certains étaient plus libéraux, d'autres plus à gauche, d'autres encore. Mais lui, il poussait toujours les gouvernements à en faire davantage pour les démunis et les exclus, dans les quartiers pauvres, dans les villes les plus défavorisées, dans les petites villes, les villages. Donc, je veux dire, vous connaissez plutôt bien l'Iran, mais en réalité, presque tous les Iraniens sont des libéraux. L'électricité est partout, le gaz naturel aussi, dans toutes les villes, dans la plupart des villages, et l'eau courante également, même si c'est un pays assez sec. Beaucoup de choses ont été faites pour les plus démunis, et c'est grâce à lui, et avant lui, à l'imam Khomeini, le fondateur de la révolution, que ces politiques ont été menées.
Son soutien aux opprimés, aux laissés-pour-compte, a été, je pense, essentiel. Et le soutien de l'Iran au peuple palestinien est très profond. Même si l'Occident, les médias arabes et les médias persans installés en Occident essayent de diviser les Iraniens et les Arabes, les chiites et les sunnites, en montrant sans arrêt des images censées prouver que les Palestiniens sunnites détestent l'Iran. Oui. Vous savez, les médias persans installés en Occident, qui diffusent en Iran, vont toujours trouver des Palestiniens sunnites pour dire à quel point l'Iran est mauvais et comment. Et ensuite, ils diront « Regardez, votre gouvernement aide ces gens-là, alors qu'ils détestent l'Iran. » Mais malgré tout ça, lui et ses partisans sont toujours restés fermes dans leur soutien au peuple palestinien. Ils voyaient clair dans la propagande. Ils comprenaient les tentatives de semer la division. Et ils restent. Vous savez, dans le monde arabe, les régimes ont toujours affirmé que les Iraniens n'étaient pas sincères dans leur soutien à la cause palestinienne. Oui, l'ayatollah Khamenei, je pense que c'est clairement le plus grand martyr de la cause palestinienne. Comment que peut-on offrir de plus? Oui. Et c'est pour ça que vous pensez qu'il a été tué? Oh, sans aucun doute. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs, parce qu'ils croient à leurs propres clichés orientalistes. Il y a des stéréotypes sur l'Iran, des récits tout faits sur l'Iran, que c'est un régime despotique, malfaisant, impopulaire, sur le point de s'effondrer, incapable de se gouverner lui-même. En réalité, il est tellement capable qu'il a vaincu une superpuissance et toute une large coalition de pays qui combattaient contre lui. Et il les a vaincus, même en son absence. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est en quelque sorte un rejet de la propagande de ce pouvoir totalitaire, sans véritable base populaire. Parlons-en, enfin, vous en avez déjà beaucoup parlé, de cette guerre asymétrique. Mais il y a un autre élément essentiel. La capacité de l'Iran à dissuader cette attaque massive vient de la mobilisation populaire et de l'idéologie chiite, cette idée de se tenir aux côtés des opprimés. Oui, et beaucoup de sunnites en font aussi partie, en Iran. Si vous regardez du côté des sunnites dans les régions kurdes, ou par le sud, en passant par la frontière pakistanaise. Quel rôle joue l'idéologie pour empêcher un changement de régime et éviter que l'Iran ne devienne, disons, une sorte de Venezuela? C'est absolument central. C'est fondamental. Je veux dire, il y a, enfin, cette conviction très forte en Iran, chez la majorité des Iraniens, qu'il faut se dresser contre l'oppresseur, contre l'empire. C'est une force immense, vraiment puissante. Et bien sûr, il y a toujours des Iraniens qui détestent la République islamique d'Iran, qui la haïssent. Ils sont moins nombreux aujourd'hui qu'avant la guerre, ironiquement. Beaucoup moins nombreux. J'ai des étudiants, pas les miens directement, mais des étudiants de ma faculté qui viennent me voir depuis le début de la guerre. Ils disaient qu'ils avaient participé aux émeutes, qu'ils étaient contre tout ça, mais qu'ils voulaient réparer leurs erreurs, qu'ils demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Certains étaient vraiment très émus, surtout pendant les 2 ou 3 premiers jours. J'ai eu 3 étudiants différents qui sont venus me voir séparément pour me demander comment ils pouvaient rattraper ce qu'ils considéraient comme leurs erreurs passées. Mais la grande majorité des Iraniens soutient la République islamique. Et beaucoup d'entre eux, je ne peux pas donner de chiffres, mais une large partie de la société est prête à faire le sacrifice ultime pour se dresser contre l'Empire. Mais on a vu ce genre de rassemblement sur la place Engelab et dans d'autres places à travers l'Iran, chaque soir.
Ce sont en fait les croyants les plus fervents de la République islamique. Ils incarnent un peu ce que Ali Shariati appelait le chiisme rouge. Et leur présence, c'est aussi une manière d'empêcher un changement de régime. Parce qu'un des moyens utilisés pour tenter de déstabiliser l'Iran, c'était les émeutes. On peut d'ailleurs parler du rôle qu'ils ont joué physiquement pendant la guerre, ou quand ils entouraient des cibles potentielles qui risquaient d'être bombardées, comme les infrastructures. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça le schisme rouge. Vous pensez que c'est simplement du nationalisme? Non, c'est l'idéologie chiite. Mais le nationalisme, l'islam et l'Iran sont profondément liés. Si vous me demandez si je suis iranien ou musulman, pour moi, l'Iran et l'islam ne sont pas deux choses séparées. Ce n'est pas... En tant qu'Iranien, les Iraniens soutiennent les opprimés. En tant que musulman, il n'y a pas vraiment de distinction pour la plupart. Si vous demandiez, par exemple, « Tu es iranien ou musulman ?» il répondrait « Quelle différence ?» Donc, cette séparation n'existe pas vraiment. Enfin, très laïque, qui dirait simplement « Je suis iranien ». Mais pour le reste, ça veut rien dire. Mais je pense que, en tant que musulman chiite, c'est cette force-là qui pousse à la résistance et au soutien des opprimés. Et les opprimés n'ont pas besoin d'être musulmans. Ils ne want pas Bladlets. Je veux dire, l'Iran a soutenu Cuba dès le début de la Révolution, pendant des périodes très sombres pour Cuba, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Et pourtant, l'Iran traversait alors de grandes difficultés financières. Malgré ça, l'Iran a continué à soutenir Cuba et le Venezuela. Le Venezuela, c'est plus récent. Mais je parle même des années 80, à l'époque où nous étions en guerre et dans une situation très difficile. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, Cuba était vraiment dans une mauvaise passe. Et pourtant, l'Iran a soutenu Gibar en Afrique australe. Je ne sais pas combien de fois, quand il était président, il s'est rendu dans les pays de la ligne de front en Afrique australe pour les aider à affronter le régime de l'apartheid. Juste, ce qu'on voit ici, pour moi, ce n'est pas seulement une démonstration religieuse, c'est une démonstration anti-impérialiste. Tout anti-impérialiste peut voir ce qui se passe à Cuba, avec ce siège qui affame la population, ou le fait qu'ils soient obligés de privatiser une partie de leur économie. Ou encore au Venezuela, où ils laissent entrer des Israéliens, soi-disant pour aider après le tremblement de terre, ce qui est en réalité un drapeau blanc, une forme de reddition. Et ici, eh bien, on le voit tout autour de nous. Ça n'arrive pas ici. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, où en est-on? On essaie de se rapprocher de l'endroit où ont lieu les funérailles. Tu vois, surtout derrière toi, il y a beaucoup de monde sur les trottoirs, beaucoup de gens habillés en noir. Mais on essaie d'y aller. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que de plus en plus d'anti-impérialistes, y compris des anti-impérialistes laïcs, s'en rendent compte. Oui, je pense que ce qu'on voit en Iran, ce sont des gens anti-impérialistes, anti-néocolonialistes et favorables aux plus démunis, solidaires des opprimés, où qu'ils soient. C'est ça le fond du sujet. Et je crois que tout cela est profondément ancré dans notre culture religieuse. C'est pour ça qu'on a été aussi constant dans notre défense et dans notre soutien à tous ces peuples. Et je pense que c'est un mouvement assez large, contrairement à ce qu'on aime dire en Occident. Ces musulmans, soi-disant, célèbrent la mort. Non, ce n'est pas une célébration de la mort. Ils sont simplement prêts à se sacrifier au nom de la justice. Ils sont prêts à se sacrifier pour sauver, pour épargner les opprimés. Je veux dire, l'une des choses les plus remarquables que le Hezbollah a faites,
c'est d'avoir consenti à d'énormes sacrifices pour épargner les enfants de Gaza. Oui, c'était pour leur sauver la vie. Ce n'était pas une célébration, pas une glorification de la mort. C'était une tentative pour sauver la vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes en Palestine. Ou par exemple, quand on entend dire dans certains milieux que les musulmans sont intolérants. En Irak et en Syrie, les Iraniens soutenaient les minorités contre Daesh et Al-Qaïda, qu'elles soient sunnites ou yézidis. Je veux dire, l'Occident aime donner l'impression que ce sont eux qui ont sauvé les yézidis. Likes to make it seem as if they saved the Yazidis. It was the Iranians who saved the Yazidis. The Kurds, who were in Syria, in the territories that were most devastated by ISIS and Al-Qaeda were Sunni areas. Yeah. And the Iranians were dying in those areas against these extremist groups funded by foreign intelligence agencies. But Qatar and the Saudis and Erdogan and others would have people believe that no, these were like popular forces, which was not the case, obviously. But it is so, and again. Et encore une fois, que ce soit au Venezuela, un pays catholique, à Cuba, un pays communiste, en Afrique australe avec ses propres particularités, en Syrie, à Gaza ou en Afghanistan, c'est toujours le même schéma. Oui. In Afghanistan, the same model. The same model always existed. La même devise a toujours existé. Il y a quelque chose que je voulais demander ou que je demande souvent aux gens, et je sais qu'il y a un vrai débat là-dessus, c'est l'assassinat d'Ali Khamenei. Il était dans son bureau, le 28 février, avec sa famille. Et vous savez, c'est un ensemble de bâtiments, n'est-ce pas? Donc d'autres membres de la direction étaient là aussi. Je savais que l'attaque allait arriver, sous une forme ou une autre. C'était évident, je le savais, oui, vous le saviez aussi. Alors pourquoi était-il là? Vous pensez qu'il acceptait le martyre? Et pourquoi y avait-il autant d'autres personnes présentes? Quelles sont vos réflexions sur cette journée et sur ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un complexe assez grand et c'est le bureau du dirigeant, donc il y a plusieurs sections. J'y suis allé à plusieurs reprises. Il y a différentes branches et comme c'était un jour de travail, les gens allaient travailler. Mais lui, il a refusé de partir, en disant que beaucoup de gens n'avaient nulle part où aller et qu'ils ne bougeraient pas. Et donc, il a décidé de rester. Ce n'était pas certain qu'ils allaient le viser. Pendant la guerre de 12 jours, ils ne l'avaient pas visé. Et ce n'était pas sûr non plus qu'ils le feraient dès le premier jour. Mais il a décidé de rester là où il était. Comme vous le savez, certains membres de sa famille vivent dans ce complexe pour des raisons de sécurité. Sa nièce a été tuée. Son gendre a été tué. Son gendre était un ami à moi, quelqu'un de vraiment exceptionnel, l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et sa fille a été tuée, pas la fille mariée au gendre qui a été tuée, une autre. Donc ils ont visé, ils ont tiré des missiles sur plusieurs bâtiments, y compris les maisons de sa famille. Mais comme certains membres de sa famille étaient au travail ou à l'école, ils n'étaient pas là, donc ils ont survécu. Enfin, vous voyez, on tente toujours sa chance. On essaie. Exactement. Ça s'est retourné contre eux. Je veux dire, on a vu des gens descendre dans la rue comme ils ne l'avaient jamais fait avant. Absolument. Oui, absolument. Et même ceux qui croyaient à la propagande, disant qu'ils se cachaient dans un bunker quelque part. Oui, oui. Vous savez, ces gens un peu naïfs qui écoutent les médias occidentaux, tout cet appareil médiatique en persan. Il y a un immense appareil médiatique en langue persane qui n'existe pas pour la Russie ni pour la Chine. C'est quelque chose d'unique à l'Iran. Et jour et nuit, ils bombardaient les Iraniens de propagande anti-gouvernementale. Certains ont fini par croire qu'il était dans un bunker ou que ses enfants étaient à Moscou. Alors quand ils ont vu qu'il avait été tué dès le premier jour, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire à quel point ils avaient été trompés.
Beaucoup de gens ont été trompés. Mais moi jamais. Pas une seule seconde. Et je pense que vous le savez. Je n'ai cru qu'il était possible qu'on batte l'Iran. Je savais qu'on allait gagner cette guerre. Et je savais que ce meurtre allait renforcer l'Iran. Je savais aussi que le meurtre des enfants à Minab allait renforcer l'Iran. Et je suis convaincu que le meurtre des enfants à Minab était totalement intentionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien d'abord, cette école était une école bien établie. Ce n'est pas comme si elle avait ouvert 2 jours avant. Elle existait depuis des années. Et j'ai participé à des opérations militaires, comme vous le savez. Et dès le premier jour d'une opération, les cibles sont très soigneusement vérifiées, pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Après quelques semaines, quand les choses bougent, que les gens se déplacent, là oui, il peut y avoir des erreurs. On peut croire, par exemple, qu'un responsable militaire se trouve dans tel bâtiment, alors qu'il y a des civils. C'est possible. Ça arrive, j'imagine. Mais le premier jour, non, jamais. Et beaucoup de ces jeunes étaient les enfants d'officiers, et ils voulaient donner une leçon à ces officiers. Eh bien, c'est un peu comme si il ne faisait aucun doute que l'attaque contre le Medina, ce navire sans armes qui rentrait d'un exercice naval indien avec les Américains, avait été torpillé. Et ensuite, ils ont refusé de secourir les marins. Et puis Trump a dit quelque chose comme « c'est pas qu'ils aient pris plaisir à faire ça, ni qu'ils le referaient ». Je ne me souviens plus exactement de ces mots. Il a dit que c'était quelque chose de profondément troublant. Mais bon, enfin, oui. Il a dit qu'il en riait, ou quelque chose comme ça. Donc, quand ils commettent un génocide à Gaza, personne ne devrait être surpris qu'ils tuent volontairement des enfants à Minab. Et ils ont bombardé des hôpitaux. Ils ont bombardé des ambulances sur les routes. Et bombarder des funérailles alors? C'est possible. Mais je vais m'assurer que tout va bien pour toi. D'accord? C'est possible. Tu es mon garde du corps. Il est possible que tu aies été visé publiquement. Oui, apparemment je suis sur une sorte de liste. Quelle liste? Aucune idée. Et hier, une lettre par poste avant de partir. Trumper. Elle disait simplement que j'y ai sur une liste. C'est tout. Eh bien, je ferais mieux de me tenir à distance de vous. Alors je ne sais pas lequel de nous deux, mais l'autre le plus en danger. Eh bien, nous avons la responsabilité de faire ce qui est juste. Et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Eh bien, la guerre, cette phase de la guerre a échoué, je dirais. Sans aucun doute. C'est une guerre d'usure, ou un conflit gelé à ce stade. Ça pourrait repartir à tout moment. Mais quand je vois ces menaces, oui, ils ont bien assassiné des dirigeants de haut niveau, c'est vrai. Mais le fait que tant de personnes soient menacées aujourd'hui montre une certaine forme de désespoir au sein du mouvement sioniste dans son ensemble. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Et je pense que le fait que le monde se retourne contre eux, que des Juifs se retournent contre eux aussi, eh bien, je crois que j'étais un peu plus optimiste que toi, d'une certaine manière, quand on en a parlé en Turquie. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que les primaires à New York ont marqué un vrai tournant. Et ça montre bien que les jeunes Juifs aux États-Unis ont fait tous face à la propagande, mais eux, ils en subissent une double dose. Tu le sais sans doute mieux que moi, mais ils sont à la fois exposés à la propagande américaine, et en plus, à la propagande sioniste, à l'intérieur même de la communauté juive. Oui. Et malgré tout ça, malgré ces 2 couches de propagande, ils se sont retournés contre ces gens-là. Et plus largement, le peuple américain, la société,
mais aussi en Europe, dans le monde occidental et même dans le sud global, en Inde aussi. J'ai des amis indiens qui, au début, disaient que la situation n'était pas bonne en Inde. Mais peu à peu, une grande partie, je ne dis pas la majorité, mais une grande partie de la population hindoue, peut-être même la majorité, je ne sais pas, je n'ai tout simplement pas les chiffres, eh bien, ils se sont retournés contre les États-Unis, contre Trump et contre Netanyahou, et ils ont montré de la sympathie pour l'Iran et de plus en plus pour les Palestiniens. Les gens commencent à voir clair à travers la propagande. Et je pense que c'est dévastateur pour le sionisme. Oui, parfois je me dis qu'ils détestent Zohran Mamdani encore plus qu'Ali ou Mojtaba Khamenei. Je ne veux pas commenter là-dessus, sinon ils vont dire que le régime soutient quelqu'un. Non, voilà mon commentaire. Je ne soutiens que Max Blumenthal. S'ils veulent traiter avec lui, qu'ils le fassent. Tu veux y aller? Et on continue après? On sort? Oui, ils nous attendent. Ah, je ne savais pas. Oui, ça fait 10 minutes qu'ils nous attendent. D'accord. Allons-y. Alors là, on marche vers la mosquée. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui viennent de tout en bas, et aussi de toutes les petites rues autour, vont et viennent sans arrêt, parce qu'ils ont amené l'ayatollah Khamenei ici à 6 heures du matin. Certains étaient là depuis minuit, la nuit dernière, et ils ont attendu pour l'accueillir. Et depuis, les gens arrivent, repartent, toute la journée. Demain matin, il y aura la prière, et après-demain, la procession funéraire. D'accord. Aujourd'hui, les gens viennent et repartent tout au long de la journée pour rendre hommage, prier et montrer leur soutien à la révolution, à la résistance et plus largement à l'axe de la résistance qui se mobilise pour défendre la cause palestinienne. The axis of resistance, which is out there to support the Palestinian cause. Yesterday, diplomats. Hier, des diplomates sont venus de plusieurs pays, de la Russie jusqu'à l'Afghanistan, qui est aujourd'hui dirigé par un gouvernement contrôlé par les talibans. Je veux dire, les talibans n'ont-ils pas attaqué l'Iran en 1998? Ça a failli déclencher une guerre frontalière. Il y avait vraiment beaucoup de pays présents, y compris certains qu'on n'attendait pas forcément. L'Inde, par exemple, a envoyé une délégation. Qu'est-ce que ça représente pour ce qu'on appelle la communauté internationale? Eh bien, tout d'abord, les Américains ont beaucoup travaillé et ont exercé une forte pression sur les pays pour qu'ils n'envoient pas de délégation. Je suppose que Marco Rubio menace les dirigeants du Golfe et un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, pour s'assurer que personne n'envoie de délégation. Mais malgré tout, beaucoup de délégations sont présentes ici, même si nous ne sommes pas dans une période de paix. Certains dirigeants sont venus malgré les inquiétudes pour leur sécurité, et ça en dit long. D'autres ne sont pas venus, je pense, par peur personnelle, et certains par intimidation. Mais dans tous les cas, les talibans sont un cas intéressant. Les talibans ont reçu le soutien de l'Occident à leur création, vous le savez tous, et les services de renseignement occidentaux ont contribué à les créer. Et Al-Qaïda est une création occidentale et saoudienne. Oui. Donc, les talibans, à leur origine, étaient un groupe extrêmement radical, et ils ont massacré beaucoup de gens. Et ils ont assassiné des diplomates iraniens. Ils ont attaqué le consulat à Mazar-i Sharif et ils ont tué, je crois, 11 diplomates iraniens, peut-être 10 diplomates et un journaliste. Je ne suis pas tout à fait sûr du nombre. Mais peu à peu, les Iraniens, sous la direction du général Soleimani, ont commencé à parler avec les talibans. Et les talibans, après l'invasion américaine, ont commencé à évoluer. Après le 11 septembre et l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis, oui, ils ont changé. Je veux dire, les talibans d'aujourd'hui ne sont toujours pas ce qu'on aimerait qu'ils soient.
Les femmes ne peuvent pas aller à l'école ni à l'université. Elles ne peuvent pas travailler. C'est vrai. Mais les dirigeants actuels des talibans ne commettent plus les massacres qu'on voyait à l'époque, ceux auxquels vous faisiez allusion. C'est une nouvelle génération. Ils ne font plus exploser des statues bouddhistes. Oui, voilà. Ils essayent de se libérer des sanctions. Exactement. Mais je pense aussi qu'il y a un changement de mentalité. Oui. Alors, les Iraniens ont commencé à dialoguer avec eux, et peu à peu, ils ont commencé à les soutenir contre l'occupation américaine. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'en Syrie, ces gens profondément sectaires, payés par les Saoudiens, les Qataris et Erdogan, disent que l'Iran a soutenu le gouvernement syrien parce qu'il était sectaire. Ce qui est complètement faux, parce qu'en réalité, c'était une sale guerre menée par l'Empire, et l'Iran s'opposait à cet empire. En Afghanistan, l'Iran est attaqué par certains Tadjiks, certains Hazaras, certains Chiites, certains Ouzbeks, et même par des Pashtuns laïcs, parce qu'ils disent qu'ils soutiennent les talibans. Oui, mais ça montre justement que pour l'Iran, ce n'est pas une question de secte. En Afghanistan, l'Iran soutenait les talibans contre l'occupation américaine, parce que pour lui, l'occupation américaine représentait le mal le plus grand. Yeah. And Dmitry Medvedev from Russia was here. Qu'en pensez-vous? Vous savez, celui qui vient de Russie, il était ici? Je crois qu'il est toujours là. Oui, il est encore là, je pense. Enfin, je ne suis pas sûr. Quel type de soutien voyez-vous la Russie apporter à l'Iran pendant cette guerre? Je veux dire, la question a été posée, mais c'est aussi évident que sa présence ici envoie un message clair. Les Iraniens ont aidé et soutenu les Russes. En Ukraine, la Russie nous a aidés et soutenus. Dans cette guerre, je pense que la relation entre nos deux pays est bonne. Et l'Iran a soutenu les Russes en Ukraine, parce que les États-Unis et l'OTAN cherchaient à s'étendre en Ukraine, en Géorgie, puis en Arménie et en Azerbaïdjan. Vous savez, ils ont provoqué un coup d'État en Ukraine. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, je sais que vos téléspectateurs le savent déjà. Mais pour l'Iran, c'était une question morale. Ce que fait l'Occident est immoral, et l'expansion de l'OTAN représente une menace pour toute notre région. C'est pourquoi nous avons soutenu la Russie en Ukraine, et eux aussi nous ont soutenus dans cette guerre. Mais on ne crie pas sur tous les toits concernant le Sochi. Les Iraniens n'en parlent pas à la télévision, et les Russes non plus n'en font pas tout un sujet dans les médias. Mais la relation est étroite. Les deux savent que si l'un échoue, l'Empire prendra l'avantage. Ce sera situé en plein cœur de l'Eurasie, bien sûr, et Israël sera là aussi, évidemment. En même temps, la Russie entretient une relation étroite avec Israël, ce qui, à mon avis, a contribué à la chute de la Syrie sous Assad. Eh bien, je pense que la relation entre la Russie et Israël est très compliquée. Et vous le savez très bien. Oui. Mais la situation en Syrie est très compliquée. Le peuple stérile. Je veux dire, ils ont eu faim. Oui. Il n'y avait plus d'argent après les sanctions César. Ils étaient à genoux. Et j'étais justement en Syrie, peu de temps avant. La chute du gouvernement syrien. Parce que j'étais allé au Liban. Dès que la guerre a commencé, je suis parti là-bas. Et j'y étais quand Sayed Hassan Nasrallah a été martyrisé. Sur le chemin du retour vers l'Iran, je suis passé par la Syrie. J'y ai retrouvé des amis et je leur ai demandé ce que les Syriens ressentaient, comment les gens ordinaires voyaient la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et mes amis m'ont dit quelque chose qui m'a surpris. Ils m'ont dit que la plupart des Syriens, en fait, s'en moquaient un peu. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu qu'ils essayaient simplement de survivre.
Ils m'ont expliqué que dans certaines régions de Syrie, les gens étaient proches de la famine. Je ne savais pas que la situation était à ce point-là. Je n'étais pas allé en Syrie depuis 2 ou 3 ans. Mais ces 2 dernières années ont été vraiment, vraiment terribles. The last couple of years were really, really bad. And so the Qataris Et donc, les Qataris, vous savez, ils avaient l'argent, ils ont acheté des gens, ils ont acheté, on doit passer par là. they bought off. Ils les ont achetés, enfin je veux dire, ils ont mis ces gens à genoux. Et beaucoup, quand la Syrie est tombée, beaucoup de Syriens espéraient qu'à ce moment-là, on les laisserait enfin tranquilles et que la vie s'améliorerait. Just leave them alone and life would get better. But things are. Mais les choses ne vont pas mieux. We're talking geopolitics. On parle de géopolitique maintenant. Il y a une chose que la Russie n'a pas appréciée, mais que les États-Unis, eux, ont soutenu, c'est cette sorte d'accord secret où l'Iran a aidé les musulmans de Bosnie dans les années 90. Oui, en gros, Bill Clinton avait encouragé l'Iran à le faire parce qu'il subissait énormément de pression de la part des Européens. Et vous savez, les républicains au Congrès étaient contre. Donc l'Iran a joué un rôle important. Enfin, il ne leur a pas demandé directement, mais il ne les a pas empêchés non plus. Il avait besoin d'eux. Ce n'était pas la raison de l'Iran, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Iran a déjà beaucoup offert aux États-Unis par le passé. Et en retour, ils ont reçu des sanctions secondaires de la part de Bill Clinton en 1996. Ah, c'est encore pire que ça. In 1996. Oh, it's worse than that. I mean, Je veux dire, après la guerre entre l'Iran et l'Irak, et après que les États-Unis sont entrés en guerre du côté de Saddam Hussein. Vous savez, hier, je crois que c'était hier, c'était l'anniversaire de la destruction de l'avion de ligne iranien, non? Oui, oui. 290 personnes ont été tuées. Je suis arrivé à peu près à cette date-là. I flew in just Oui. on that, pretty much on the anniversary. right. So They were murdered by an Ils ont été tués lors d'une frappe navale américaine délibérée. about it, just like Les États-Unis ont menti et ont tout dissimulé, exactement comme ils le font avec Minab. Même l'un des, je crois que c'était un officier supérieur de la marine, a fini par dire la vérité. Ils avaient délibérément visé l'avion de ligne. 66 enfants ont été tués. Oui, c'est ça. Près de 300 personnes ont perdu la vie. Et George W. Bush a dit « Je me fiche de la vérité. Je me fiche des faits. » Mais même avant ça, l'Iran avait aidé à faire libérer des otages américains détenus par des milices libanaises. U.S. hostages released from Lebanese militias. And yeah, what but just to getting back there, yes, they. Oui, mais pour revenir à « Oui, tu as aussi aidé, parce qu'à l'époque, tu veux qu'on marche? You want to walk? Allez, on marche et on parle. » Bon, il n'y a nulle part où aller. Tu veux peut-être montrer la foule? C'était une grande foule. On est quand même assez loin. On est très loin de l'ayatollah Khamenei. Il nous reste encore pas mal de chemin. Je ne sais pas si on pourra y arriver. Nowhere near Enfin bref. Ayatollah Khamenei. Donc, l'Iran a aidé à libérer les otages américains. À l'époque, il n'y avait pas encore le Hezbollah au Liban d'ailleurs. Il y avait plein de groupes différents. Et l'Iran est allé voir certains d'entre eux, a payé certains groupes pour qu'ils relâchent les otages et a convaincu d'autres de faire de même. Convince other groups to let the hostages go. right? And what Exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour? Davantage de sanctions. Et les États-Unis les ont empêchés de participer à la conférence de Madrid. the Madrid conference? Well, the Medina Eh bien, la conférence de Madrid était déjà une histoire compliquée en soi. Mais l'Iran organisait en parallèle une conférence à Téhéran, à laquelle j'ai d'ailleurs assisté. actually attended. It was like, and the leader of Hezbollah. Et le chef du Hezbollah était là, Saïd Abbas Moussavi. Les Palestiniens étaient là aussi. Mais ce que je veux souligner, c'est que l'Iran avait en fait proposé aux Américains un champ pétrolifère dans le golfe Persique à la société Conoco. To Conoco. Right. And so Et donc, après la guerre, les États-Unis sont entrés en guerre au nom de Saddam. Ils ont tué des Iraniens et abattu un avion de ligne, alors même que l'Iran avait aidé les Américains à faire libérer des otages au Liban. help the Americans get hostages released in Lebanon.
what the United States did. Ce que les États-Unis ont fait, c'est que les Iraniens avaient proposé un champ pétrolifère dans le Golfe Persique. Et en réponse, les États-Unis ont sanctionné l'Iran et imposé des sanctions sur le pétrole et le gaz iranien. Impose sanctions on Iranian oil and gas. So, whether it was Que ce soit en Bosnie ou en Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, après le 11 septembre, les Iraniens ont pensé que c'était sincère. Je veux dire, pour eux, c'était bien une attaque d'Al-Qaïda contre des citoyens américains ordinaires. on ordinary American citizens. Right. And Iranians felt that this was a Et les Iraniens ont estimé que c'était clairement un crime contre l'humanité. is that Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup pensent que c'était plus qu'Al-Qaïda et que des éléments israéliens et américains étaient impliqués. Israeli and American Mais à l'époque, ils pensaient que c'était simplement 19 personnes, agissant sur les ordres d'Oussama Ben Laden, qui avaient commis cet acte. Et les Iraniens considéraient que les Américains ordinaires avaient souffert injustement à cause de ce crime contre l'humanité. as a result of this crime against humanity, and that Et en Afghanistan, les Iraniens étaient prêts à coopérer pour vaincre ceux qui avaient mené cette attaque terroriste. Je pense qu'à l'époque, ils étaient un peu naïfs. because I Parce que personnellement, je pense que le 11 septembre était, à l'époque, je croyais à la version officielle. for many years, and then gradually I began Oui, to pendant de nombreuses années. ridicule Et puis petit à petit, j'ai commencé à... Enfin, je me moquais, ou du moins je ne me moquais pas vraiment, mais j'ignorais ceux qui pensaient autrement. even now. Mais en tout cas, même aujourd'hui, dans son documentaire, Tucker Carlson semblait montrer que les choses étaient bien plus complexes. Quoi qu'il en soit, pour des raisons morales, les Iraniens ont soutenu, ou plutôt, ils se sont opposés à Al-Qaïda et ils ont aidé les États-Unis en Afghanistan à cause des crimes contre l'humanité qui avaient été commis. Crimes against humanity that were carried out. And Et l'ayatollah Ali Khamenei, le président Ali Khamenei, il a fait partie de ces décisions pour essayer de réduire les tensions avec les États-Unis. Il a donné sa bénédiction au JCPOA. Oui, c'était le guide suprême, en tant que guide. Oui, en tant que guide. Mais avant ça, dans les années 80, et ensuite, à plusieurs reprises, il y a eu des assassinats pendant les négociations. L'Iran a été attaqué en 2025, en pleine négociation. Iran attacked in 2025 during negotiations. Le perfide. Une chose à son sujet, c'est qu'il a toujours été fiant les États-Unis. No, he Non, il l'a publiquement déconseillé. But he would give leeway. He would, if the government Mais il laissait une certaine marge de manœuvre. Il le ferait si le gouvernement insistait, si le gouvernement élu insistait pour qu'on tente le coup. Il ne bloquerait pas l'initiative, parce qu'il savait que s'il empêchait ces tentatives, cela finirait par nuire davantage à l'Iran. Les gens diraient alors, il y avait une chance pour la paix, mais la direction iranienne ne l'a pas permise. Donc, même s'ils restaient sceptiques, il leur donnait la possibilité d'essayer de réduire les tensions. Mais il avait toujours raison. Il disait à chaque fois que ça ne marcherait pas. Et à chaque fois, ça ne marchait pas. on every occasion, and on every occasion it didn't work. So is there any hope? Alors, est-ce qu'il reste encore un espoir pour une quelconque diplomatie avec les États-Unis à ce stade, même si les démocrates reviennent au pouvoir? J'ai l'impression qu'ils ne cessent de répéter la même leçon, encore et encore. Toute marque de bienveillance est perçue comme un signe de faiblesse. C'est bien ça, le problème avec les États-Unis. That's the problem with the United States. One is the Zionist influence. The second, D'abord, il y a l'influence sioniste. Ensuite, cette idée que tout geste de bonne volonté serait un signe de faiblesse. C'est une erreur de jugement, une incompréhension. Mais je ne suis pas optimiste à propos des États-Unis. Enfin, qui peut savoir ce que l'avenir réserve aux États-Unis et ce qu'il adviendra du pays dans un futur lointain? Peut-être qu'un jour, dans un avenir pas si lointain, vous aurez un tout autre type de direction. Mais pour l'instant, je ne vois rien à l'horizon, rien qui donne vraiment de l'espoir. Et vous voyez quelque chose à l'horizon? Peut-être. optimistic about. Do you see war on the horizon? It's possible. Yeah. What are they waiting for? Qu'est-ce qu'ils attendent?
Les Iraniens ou les Américains? Les Américains ou les Israéliens? Je dirais que ce sont plutôt les Israéliens qui ont le plus envie de cette guerre. I don't think they're keen on. I don't think the Americans are keen on. Je ne pense pas qu'ils soient partants. Je ne pense pas que les Américains soient partants non plus. S'il y a une autre guerre, ils perdront. Et les Iraniens, en ce moment, profitent de cette période pour se réarmer, pour se préparer. Ils exportent autant de pétrole qu'ils peuvent. Ils préparent leurs propres forces. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être prêts à une guerre éventuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une guerre, mais je pense que ce serait une erreur de l'exclure, et personne ne l'exclut. Donc, le protocole d'accord, c'est bien ce que J.D. Vance a dit que c'était. Eh bien, je pense que ça montre à quel point l'establishment politique américain est sinistre, puisqu'ils disent ouvertement qu'en gros, nous ne sommes pas honnêtes. That they're saying openly that we're just being dishonest. It's like what Pompeo said: we lie, we cheat. C'est comme ce que Pompeo a dit. On ment, on triche et on vole. Tout n'est que mensonge, tricherie et vol. Mais la différence entre l'Iran et d'autres pays, c'est que les Iraniens sont résilients. Les Iraniens, ils savent ce qu'ils font. Il y a des divisions en Iran sur la manière de gérer tout ça. Mais dans l'ensemble, le scepticisme envers les États-Unis est presque universel. Et je pense que les Iraniens se préparent à la guerre. Et ça voudrait dire que les États-Unis, s'ils entraient dans une nouvelle guerre avec l'Iran, échoueraient. Je ne pense pas que la guerre soit une bonne chose pour Israël, d'ailleurs, mais elle l'est pour Netanyahou. I don't think war is good for Israel, by the way, but it's good for Netanyahu. Good for Netanyahu. C'est une bonne chose pour Netanyahou, mais certainement pas pour Bahreïn, le Koweït ou les Saoudiens. Est-ce que les Saoudiens vont faire quelque chose pour empêcher ça? Prevent this. These are proxy regimes. MBS has shifted a little. Ce sont des régimes par procuration. I agree, but MBS a un peu changé depuis l'épisode du Globe, je suis d'accord. Mais jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où est-il prêt à aller? Rappelez-vous, tous ces petits régimes familiaux arabes du Golfe Persique et d'Arabie Saoudite, leurs élites sont formées aux États-Unis. Leurs princes vont étudier là-bas. Ils y vont en vacances, ils y ont des palais, des villas, des appartements, et beaucoup d'entre eux sont profondément compromis. Donc, je ne parierai pas là-dessus. Oui. Ce que l'Iran aimerait, c'est que l'Arabie Saoudite et les autres s'éloignent un peu des États-Unis pour qu'il y ait un environnement pacifique dans le Golfe Persique. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'influence américaine quand on parle du monde musulman, ou le... We're going to the Mausoleum where the coffin of le cercueil du défunt dirigeant, l'Ayatollah Ali Khamenei. C'était la personnalité la plus en vue, la plus importante, assassinée le 28 février. Mais vous avez dit avoir perdu des amis dans cette frappe. Je suis sûr que vous avez aussi perdu beaucoup d'autres amis pendant la guerre. I'm sure you've lost many other friends in the war. oh yes, Ah oui. How has the war changed you? Comment cette guerre vous a-t-elle changé? Ces guerres, ces pertes. Et puis le fait que l'Iran s'en soit sorti, que la République islamique soit toujours debout, en quoi cela vous a-t-il changé, vous personnellement? Eh bien, Changed you personally? sorry, all the noise. désolé pour tout ce bruit. Quelqu'un m'a écrit quelque chose à te dire au sujet des Amérindiens. Bon, il faut qu'on coupe ça 1 minute, parce qu'ils vont venir nous vérifier. Turn this off for a minute because they're going to check us. So yeah, I guess my last Alors oui, je crois que ma dernière question, parce que, bon, on parle depuis un bon moment, c'est simplement de savoir comment les guerres, toutes les pertes que vous avez vues, et aussi le fait que l'Iran soit sorti de tout ça, que la République islamique soit restée intacte. Comment tout cela vous a touché personnellement et comment ça a changé votre façon de voir les choses? it's changed your own mindset. Tu sais, sans la guerre commencé, j'étais sûr que l'Iran était ici. When the war started, I was certain that Iran would win the war. Gagner la guerre, oui, mais je ne pensais pas que ça se terminerait de façon aussi nette. So decisively. Yeah. And
Et je pense que j'ai perdu des amis dans cette guerre. You know, I did lose friends in this war. I lost friends in the last war. J'ai perdu des amis pendant la dernière guerre. J'en ai aussi perdu en Irak, en Syrie et au Liban. Et j'en ai perdu pendant la guerre Iran-Irak. C'est donc un long parcours, marqué par beaucoup de pertes. Mais je sens que le peuple iranien est déterminé. Il faut en finir avec le suprémacisme ethnique en Palestine. Il faut mettre un terme à cette occupation sinistre et injuste, à cette domination en Palestine. Et la région doit être libre. Je pense que le peuple iranien a fait d'immenses sacrifices pour la Palestine. Et bien sûr, les Palestiniens savent aussi que les Libanais, les Yéménites et d'autres encore ont eux aussi fait d'énormes sacrifices. Mais quel sacrifice pourrait être plus grand que celui de perdre l'ayatollah Khamenei pour la cause palestinienne? Ou Sayed Hassan Nasrallah, le perdre pour la cause palestinienne? Ils ont essayé de maintenir une séparation entre les Arabes et les Iraniens. Ils ont essayé de maintenir une séparation entre les sunnites et les chiites. The Sunnis and Shia separate. They tried to divide Christians and Muslims. Ils ont essayé de diviser les chrétiens et les musulmans. Et ils ont essayé de dire aux Juifs que c'était soit le sionisme, soit rien d'autre, et que tout le monde les détestait. Ils ont tout fait pour semer la division à tous les niveaux. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Des élections à New York jusqu'aux acclamations pour l'Iran pendant cette guerre dans les pays arabes de toute la région. Les gens voient clair dans leur jeu. Et ça me rend optimiste. Ça ne veut pas dire que je suis naïf. Je pense que les jours, les semaines, les mois et peut-être même les années à venir seront difficiles. Mais c'est le chemin que nous avons choisi. C'est le seul possible, le chemin moral. Nous avons un devoir moral de poursuivre la résistance, quoi qu'il arrive. Et je crois qu'au bout du compte, nous atteindrons les résultats que nous cherchons depuis le tout début. Eh bien, je suppose que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas mon opinion. C'est simplement un fait objectif, rien qu'en voyant le nombre de personnes qui sont venues ici. Ces gens sont d'accord avec ce que vous venez de dire. Ils y croient. C'est pour ça qu'ils sont là, pour le montrer. Oui, et tu sais, là on parle juste d'1 heure. Mais il y a des gens qui sont dans la rue depuis plus de 4 mois. Oui, plus de 4 mois. Et ils n'en tirent rien. Ils ne reçoivent aucun financement du gouvernement. Ils n'ont même pas de carte Costco. Oui, exactement. Les cartes cadeaux Prince Mobile. Je me souviens, à de nombreuses reprises, des gens venaient me voir et me disaient « Écoutez, ça fait des mois qu'on est dans la rue. » Et même pendant qu'on parle, il y a encore des gens qui essayent de me parler. Ils me disaient « J'ai des problèmes familiaux, je n'arrive pas à payer le loyer, mais je viens ici tous les soirs. » Enfin, pas tout le monde vient tous les soirs. Certains viennent 1 fois par semaine, et une fois par semaine, d'autres 1 fois par mois. Peut-être qu'au début, pendant les premiers jours, ils venaient souvent, puis ils se sont sentis découragés. Alors, désolé, je me suis un peu distrait. Donc oui, les gens disent qu'ils ont des problèmes familiaux. Oui, par exemple, ils doivent payer le loyer, mais malgré ça, ils sortent dans la rue. Et maintenant ici, tout le monde vient du matin jusqu'au soir. On voit des foules arriver, repartir. C'est parce qu'ils sentent que c'est une cause qu'ils doivent soutenir, une cause en laquelle ils croient vraiment. Et ça prend du temps, c'est fatigant, c'est Téhéran. Ces gens pourraient, au moins pendant ces jours de congé, aller dans une autre ville. Ils pourraient aller dans les forêts du nord ou au bord de la mer, passer des vacances en famille. Mais ils ont choisi de venir ici sous la chaleur de Téhéran. Et ça, tu sais, tu as vu comme c'était difficile pour nous d'arriver jusqu'ici. Et pourtant, on avait des gens pour nous guider sur le chemin.
Other people D'autres personnes doivent marcher pendant de nombreux kilomètres. J'en suis sûr. Well, I can see you have many fans here. Eh bien, je vois que vous avez beaucoup de fans ici. Si on continue simplement à parler, ils vous dérangeront un peu moins. C'est pas grave. We just keep talking, they won't bother you as much. it's okay. Non, c'est à cause de toi. Je leur dis que je ne peux pas pour le moment. Alors, est-ce qu'on a perdu nos amis? I hope not. J'espère que non, parce que je ne sais pas comment revenir. Non, on est avec nos amis. Friends. Okay, At least well, some of them. well, Au moins certains d'entre eux. Bon, j'ai plus grand-chose à dire pour l'instant. J'ai juste envie de profiter un peu du paysage. On arrive à la Mosala, là. are we approaching the Mosallam right now? We are, yes, one of the gates. Oui, on est bien à l'une des portes. Donc, ces gens-là sortent. Ils étaient à l'intérieur. Ils sortent, et puis d'autres entrent à nouveau. C'est l'une des portes, je crois. Mais la personne qui nous a aidés à entrer est juste derrière nous. Get in, it's right behind us. Oh, don't worry. Merci beaucoup, professeur. If we lose him, Parce que si on le perd, je ne sais pas comment on va retrouver notre chemin. Tu veux pas utiliser Google Maps? Je crois que de toute façon, Internet marche pas dans le coin. I don't think around here the internet works anyway. All right, well, Très bien. I don't know. I know. Je sais comment sortir, mais je sais pas comment aller à l'avant. it'll be like Ce sera comme le film de potes le plus original jamais tourné. Nous, en train de sortir d'ici. us getting out of here. Professor, thanks a lot. No, it's not. Thank you. Professeur, merci beaucoup. Non, non, non. Merci à vous d'être venu. Jim, je sais que tu t'attires plus d'ennuis que moi. Alors merci d'être venu. Ce sont de bons ennuis. Je suis sûr que ce sont de bons ennuis. Mais, pour l'instant, j'espère que personne ne t'embêtera sur le chemin du retour. Si c'est le cas, et si c'est le cas, je dirais qu'on le déteste et qu'on essaye de le kidnapper pour une rançon. Mais lui, pendant tout le processus, il n'a fait que prêter allégeance. Il n'a fait que prêter allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique. Quand on m'embête, je dis « qu'est-ce que vous voulez ?» Il l'a battu à plate couture. Mais il a apporté tout son soutien à Trump. Moi, je me suis échappé comme otage de Morandi. Vous savez, Piers Morgan, à chaque fois que je l'invite à venir en Iran, il me dit « tu vas me livrer aux gardes ». You'll hand me over to the guards and to. You have to pay him. I mean, the Saudis paid him a lot of money. Il faut le payer. Je veux dire, les Saoudiens lui ont donné beaucoup d'argent pour qu'il monte sur scène avec Hillary Clinton. Et tout est possible. Mais là, il devrait payer pour venir ici. Moi, j'ai pris un vol en classe éco pour venir 20 heures d'affilée de Washington à Mossoul. Et quand je rentrais, si quelqu'un veut savoir ce que j'ai fait, qu'il regarde The Grey Zone. Tout est public. Je vais montrer à tout le monde, autant que possible, ce que j'ai fait pendant ce voyage. Et voilà. This is it. Nous sommes arrivés à destination avec le professeur Mohammad Marandi. All right, dude.